Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le premier magistrat de la ville du Lamentin, en la personne de M. David Zobda. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour à tous ceux qui nous font le plaisir et l'amabilité de nous regarder et nous écouter. Merci, monsieur le maire. Alors, vous êtes maire depuis novembre 2018, puisque M. Samo, vous avez passé le flambeau pendant sa mandature. Oui. Et donc, vous avez pris les rênes de la ville donc, depuis 2018. Et M. Samo est devenu maire honoraire, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Et aujourd'hui, nous allons parler, évidemment, des élections à venir, mais déjà parler aussi de la vaccination, parce qu'au Lamentin, vous avez, avec l'État et le STIS, monté pas un vélodrome, comment vous avez appelé ça? Vaccinodrome. Un vaccinodrome. Oui. Et vous avez des répercussions, vous avez des retours sur cette... Oui, bien sûr. D'ailleurs, Manuela va nous montrer, vous avez commencé vous-même à vous faire piquer. Oui, j'ai été le premier. Oui, vous avez été le premier. Et c'est pas de l'eau, hein, parce que certaines personnes disent oui, dans les aiguilles, c'est de l'eau. Ah non, je peux vous dire que c'est pas de l'eau. Je peux vous le confirmer. J'ai d'ailleurs pris le rappel samedi matin. Je peux vous confirmer que c'est pas de l'eau. Donc ce centre de vaccination est toujours ouvert et on peut toujours y aller jusqu'à maintenant. Oui, il est toujours ouvert et j'invite tous ceux qui le souhaitent à y aller. Il est très facile d'accès. C'est au Palais des Sports du Lamentin. Il y a de nombreuses places de parking. Il est très très bien organisé. Je ne dis pas parce que c'est nous qui l'avons ouvert, mais on s'est donné les moyens de faire quelque chose de bien. C'est un centre que nous avons ouvert très très rapidement avec les services de l'État, la préfecture et le STIS, parce qu'il fallait répondre à cette urgence vaccinale. Il fallait offrir une alternative crédible à ceux qui souhaitaient se faire vacciner. C'est pourquoi nous nous sommes engagés dans cette affaire. Et j'ai souhaité être le premier vacciné parce que j'ai voulu que, à travers mon geste, les gens comprennent qu'il y a cette possibilité qui nous est donnée. Ouais. Évidemment, nous sommes sous le régime de la liberté. Et chacun peut, s'il le souhaite, utiliser une autre voie, une autre méthode de traitement. Mais aujourd'hui, force est de constater que la plus sûre, la plus efficace, c'est encore la vaccination. Moi, je fais confiance à la science, je fais confiance à l'intelligence humaine, je fais confiance à la recherche, je fais confiance à tous ces hommes et ces femmes qui travaillent pour éradiquer les maladies qui menacent l'humanité. Ça a été le cas dans l'histoire. Hein. Tout le monde sait que l'humanité a traversé des périodes de pandémie extraordinaires avec des millions et des millions de morts. On peut parler de la fièvre jaune, la typhoïde, de ceci, de cela. Bon, ce sont les intelligences humaines qui ont sauvé la race humaine. Donc il faut toujours faire confiance à cela. Je sais aussi que la situation de la Martinique est délicate. Nous sommes sur une petite courbe d'infléchissement, donc c'est très bien. Mais je sais aussi qu'il y a un personnel médical qui est à bout de souffle, qui est saturé. Mais je sais aussi qu'il y a des opérations pour les gens qui sont gravement malades, qui sont différées. Oui, c'est vrai, on ne pense pas à ça, effectivement. J'en appelle donc à la responsabilité individuelle et collective des Martiniquais en ne se protégeant pas, en prenant à la légère un certain nombre de choses. Eh bien, la conséquence, c'est qu'on développe la Covid et on obstrue les lits du centre hospitalier au détriment de gens qui doivent être opérés, quelquefois à cœur ouvert, quelquefois de cancer, etc., etc. Et ce faisant, on les condamne. C'est ça. Il faut qu'on ait conscience de ça. Notre légèreté peut condamner un autre Martiniquais. Donc il faut vraiment qu'on soit responsable et qu'on agisse en conscience. C'est pourquoi le vaccinodrome est ouvert, il est disponible, on peut y aller, c'est très facile d'accès et très facile d'usage. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions, monsieur le maire. Alors, vous faites partie de EPNM. Vous avez fait 5 ans, l'actuelle mandature de la CTM qui va prendre fin très bientôt. Et vous allez donc faire partie de l'Alliance, la nouvelle Alliance avec... vous allez nous dire quels sont les groupes qui sont autour de vous, hein, quelles sont les mairies avec Serge Letchimy, mais d'autres personnes. Mais avant de parler de la nouvelle Alliance, ces 5 ans de mandature à la CTM, comment vous les avez vécus? Est-ce que la Martinique en a tiré un véritable profit? Alors, très rapidement... Je rappelle que vous étiez l'ancien premier vice-président du Conseil général, oui, avec Mme Manin. C'est ce que j'allais préciser. Nous sommes ensemble pour une Martinique nouvelle depuis
2011. Ça fait donc 10 ans. Oui. 2011 parce que quand nous sommes arrivés au Conseil général, nous étions dans cette majorité, dans cette équipe de gestion du Conseil général avec le Parti progressiste, avec une partie de la droite et puis avec les socialistes. Ouais. Nous avons donc, et puis d'autres maires qui étaient conseillers généraux. Donc nous avons travaillé en symbiose entre le département et la région présidée par Serge Letchimy à cette époque pendant 4 années. Josette Manet et Serge Letchimy, jusqu'à 2015, nous sommes allés ensemble aux élections de la CTM. C'est ça. Et que nous avons malheureusement perdu, mais ça c'est une autre affaire. Et j'ai effectivement eu à travailler sur ces années, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, donc 5 ans et demi quasiment, à la collectivité territoriale de Martinique en tant que conseiller à l'opposition. Il est très clair que le bilan que l'on peut en faire est un bilan décevant. Décevant dans le sens où c'est une collectivité qui, pour sa mise en œuvre, n'a pas répondu aux espoirs portés en elle par les Martiniquais. Je veux dire que ce n'est pas tant l'outil. L'outil est ce qu'il est. Oui. Je pense que l'outil est à la disposition des hommes. Et un artisan, s'il a un bon outil, fait un bon travail. L'outil ne fait jamais un travail tout seul. Ça veut dire que, quelle que soit la loi, parfaite ou imprécise, peu importe, qui définit par exemple les relations entre l'exécutif et l'Assemblée, il appartenait aux hommes de cette même majorité de pouvoir s'entendre sur un fonctionnement équilibré entre les deux organes de direction. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et donc j'ai assisté malheureusement à une collectivité territoriale de Martinique qui était le siège d'histoire et de cancan, de tout et quelquefois de n'importe quoi. Et puis d'une majorité qui, au fil du temps, se délitait, se divisait et explosait finalement, au point qu'aujourd'hui, la CTM est quasiment ingouvernable, puisque sur certains sujets, l'ex-majorité est incapable de faire passer ses dossiers. Donc, si on prend le dossier de Seguino, par exemple, où l'Assemblée avait voté une motion qui n'a pas été exécutée par l'exécutif. Voilà, donc c'est lié au non-respect de l'Assemblée de ses prérogatives. Et ça, je pense qu'il faut rééquilibrer évidemment les choses. Mais il appartient aux hommes qui dirigent de pouvoir s'entendre sur un certain nombre de modalités, tout en respectant les prérogatives de l'Assemblée et sa nécessaire implication dans les décisions qui sont prises, parce que les délibérations sont prises par l'Assemblée. Il faut respecter ça et il faut autoriser aussi à l'Assemblée le pouvoir de contrôle de ce que fait l'exécutif. Ouais. On n'est pas là tout seul en se disant j'ai gagné les élections, je suis président de l'exécutif et je fais ce que je veux. Mais non, l'instance démocratique, c'est aussi ça, d'avoir un pouvoir et à côté un pouvoir de contrôle. Et c'est le rôle de l'Assemblée. Donc il faut permettre à l'Assemblée de jouer ce rôle-là. Et puis l'autre aspect qui m'a profondément déçu, c'est le fait que les conseillers territoriaux ne servent à rien. Finalement, parce que initialement, ils travaillaient beaucoup en commission, et les commissions étaient chargées de préparer et d'amener les dossiers pour l'exécutif et ensuite en plénière. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, depuis le début, l'exécutif traite un dossier, prépare le dossier et le présente à la plénière. Et ensuite, les commissions se réunissent pour valider ce que l'exécutif a déjà proposé. A déjà décidé, puisque de toute façon, ça passe en plénière avec la majorité, c'est voté. Donc il y a un dévoiement du travail des élus, de la préparation des dossiers, de la prise en compte des propositions des uns et des autres. Et c'est ça qui permet de nourrir un dossier et de le rendre solide. Tout à fait. Quand on arrive à faire rentrer un certain nombre d'éléments et de le rendre efficace et que ce dossier soit in fine présenté en plénière. Et on se rend compte que quelquefois des dossiers arrivent, ils sont très disputés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mal préparés. Et l'opposition, comme la majorité, arrive quelquefois à déchirer, entre guillemets, les dossiers parce qu'ils sont incomplets, insuffisants ou mal étudiés. Et ça devient un clash. Et ça devient un clash à chaque fois. Alors que ça devient un clash. On parle de ça souvent, l'exemple de la Corse. Oui. Le président de l'exécutif, il n'est pas de la même mouvance avec le président de l'Assemblée. Pourtant, ils s'entendent très bien. Oui, et lorsqu'ils vont à Paris discuter pour la Corse, ils y vont ensemble. Et surtout, ils ont eu l'intelligence, alors qu'ils ont le même cadre légal que nous, avec un exécutif et une Assemblée. Ils ont eu l'intelligence de créer une commission entre les deux qui rassemble tout le monde
comme une commission qui existait avant. Au Conseil général. Au Conseil général et à la région. Ou encore peut-être Oui, une commission permanente, ça, avec à proportion la représentation. Comme la Guyane d'ailleurs. Oui, avec à proportion une représentation de chacun. Alors, évidemment, dans le cadre légal qui nous concerne, c'est au-delà de la loi. Mais c'est l'intelligence des hommes qui permet de trouver une solution palliative à une difficulté légale. Ils l'ont fait en Corse. Oui. Qu'est-ce qui nous empêchait de le faire? Qu'est-ce qui nous empêchait de le faire? Rien du tout. Bon, et puis d'une manière générale, on voit bien que, là, par exemple, la collectivité va terminer l'année 2020, alors que nous n'avons toujours pas le compte administratif 2020. On a déjà voté le budget, on a déjà fait les orientations budgétaires et voté le budget 2021, on n'a pas encore les résultats de 2020. Mais pourquoi on ne les a pas? On ne les a pas probablement parce qu'on a du mal à afficher un trop gros excédent. On nous dit que l'excédent serait entre 150 et 200 millions d'euros. Et qu'on est en train de voir comment on peut présenter quelque chose de, entre guillemets, présentable. Mais ça veut bien dire que aujourd'hui, la collectivité, c'était déjà le cas l'année dernière, présente des excédents beaucoup trop élevés. Moi, je suis favorable à ce que nous ayons des collectivités qui présentent des excédents. C'est normal. On ne va pas tout le temps avoir des collectivités en déficit et n'être pas capable de porter le développement économique, au contraire. Mais quand on a un excédent trop important, on a le sentiment qu'on n'est pas capable d'utiliser tous les moyens que nous avons. Comme si nous n'avons pas de choses à faire en Martinique, comme s'il n'y a pas de projet, comme s'il n'y a pas de route à réparer, comme s'il n'y a pas de formation à financer, etc., etc. On a même l'impression des fois que l'argent repart à Bruxelles. Hein. Il y a des dégagements d'office avec ça. Mais sur les fonds européens, je pense qu'il y a un vrai bilan, un vrai inventaire de l'utilisation des fonds européens qu'il faudrait faire. Parce qu'après, l'Europe va dire, mais vous n'avez pas besoin d'argent, vous nous renvoyez. Mais oui, mais sur les fonds européens, par exemple, il y a une vraie analyse à faire en profondeur, parce que là aussi, très tôt, nous avions alerté sur le fait que la difficulté de la gestion des fonds européens, pour n'importe quel porteur de projet, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est qu'il faut présenter le dossier. S'il est accepté, il faut avancer les fonds. C'est ça. Et ensuite être remboursé, en faisant remonter les factures. C'est ça. Mais il est évident que seuls ceux qui ont un soutien bancaire extrêmement solide ou qui ont une trésorerie florissante peuvent avoir accès aux fonds européens. Donc on voit très bien que ce sont évidemment toujours les mêmes qui bénéficient de ces fonds, au détriment de tous les petits porteurs qui ont des projets certes intéressants, mais qui sont incapables de les préfinancer. Donc nous avions émis l'idée qu'il y ait un fonds dédié porté par la collectivité territoriale de Martinique, qui avancerait les moyens aux petits porteurs pour pouvoir démarrer l'opération et se rembourserait ensuite sur les remontées de factures et la mise à disposition des fonds européens. Comme ça, les fonds européens seraient à la disposition de tous les Martiniquais. Qu'ils soient gros ou petits. Mais ça n'a pas été fait. On peut être ce problème-là aussi. Mais forcément. On demande aux communes des fois de mettre 10%, de mettre, je sais pas. Donc, il y a des solutions que l'on peut trouver pour consommer largement ces fonds européens. Malheureusement, ça n'a pas été mis en œuvre. Et je pense qu'il y a un vrai bilan sur l'utilisation des fonds européens qu'il nous faudra faire. Alors, monsieur le maire, avec l'Alliance, justement, lorsque vous serez au pouvoir, si c'est vous que le peuple choisirait, enfin, cette liste-là, l'Alliance, est-ce que justement, tout ce que vous êtes en train de dire, vous mettrez ça en œuvre pour permettre un meilleur fonctionnement de la CTM, un meilleur fonctionnement au niveau des fonds européens. Puis, parce qu'il y a un excédent, mais il y a combien d'entreprises qui n'ont pas été payées dans le temps? Et voilà. Donc, ils ont eu le temps de déposer des bilans. Oui, mais il y a toute une ingénierie financière qu'il faut revoir, qu'il faut réadapter au tissu économique martiniquais. La réactivité, c'est une chose. Il faut que cette collectivité soit disponible, soit prête à soutenir et à développer. Quand je dis ça, il y a toute une ingénierie qu'il faut mettre derrière en place pour répondre à ces objectifs-là. Mais je dis que c'est faisable. Et nous avons les hommes et les femmes capables de porter ces projets-là, de mettre en place ces structures-là. On ne peut plus considérer que nous ayons des fonds disponibles et qu'ils ne soient pas utilisés. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, je rappelle que nous étions à une assemblée des sociétés d'économie mixte, avec des élus de la CTM, et la réunion a fait état des fonds non utilisés par la Guadeloupe et la Martinique, alors que les siens étaient utilisés déjà à 100%
et avait réclamé de l'État, de la ministre qui était là, Oui. de pouvoir réutiliser les fonds non utilisés par la Guadeloupe et la Martinique. Bien. Et je le dis, mais vous pouvez demander, je peux vous donner les noms des élus qui étaient avec moi à cette réunion, et il a fallu qu'on se fâche contre les Réunionnais. Mais dans le fond, ils ont raison. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, mais s'il y a des fonds pour l'outre-mer qui ne sont pas utilisés par tout le monde, nous en avons besoin, laissez-les en outre-mer. Ben oui. Vous voyez ? Parce que ça remonte, Donc, c'est les pays de l'Europe qui en profitent le plus. Exactement, parce que ça repart en Europe et ça repart dans les nouveaux pays de l'Est qui ont intégré l'Europe et qui sont en voie de développement, etc. Bon, donc ça veut dire qu'on a un vrai effort d'ingénierie financière, de maîtrise de nos capacités, à la fois propres à la CTM et sur les fonds européens, au service des entreprises martiniquaises. Quel est votre avis, monsieur le maire, sur la situation de l'eau à la Martinique, sans vouloir tirer sur personne, hein? Mais est-ce que ça, c'est pas un gros projet qui mérite un plan Marshall? Parce que tous ces tuyaux d'eau qui laissent partir, bien évidemment, 30% bien évidemment, dans le sol. Bien évidemment, il faut... Alors, ce plan sur l'eau, on en a déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il faut faire, à la fois sur la gouvernance, la gestion unique de l'eau, mais en faisant la gestion unique de l'eau, il faudra choisir si on veut une gestion privée, une gestion publique de l'eau. Donc, il y a ces choix-là qu'il faudra opérer. Et votre choix serait pour? Alors, mon choix est simple. Moi, je voudrais que toute la production de l'eau, la maîtrise des usines de production et la première distribution soient publiques. D'accord. Que tout ça, ça appartienne à la collectivité martiniquaise. C'est le premier moyen de pouvoir uniformiser le prix de l'eau. L'objectif que nous devons viser, c'est un prix de l'eau unique en Martinique, le prix le plus bas possible, Oui. et la qualité de l'eau que nous buvons. Voilà les trois objectifs majeurs pour moi. Une entité unique qui va produire l'eau, mais ensuite laisser aux opérateurs sectoriels la distribution de l'eau. Ça, c'est la première étape avant de passer à une gestion publique globale de la production et de la distribution. Bien évidemment, il faut un plan autour de ça pour garantir la ressource, privilégier la ressource en surface, mais aussi aller vers les eaux souterraines pour que de tout temps, nous puissions avoir une ressource suffisante en distribution, et puis revoir tous les réseaux. Quand je dis tous les réseaux, les mailler entre eux, parce que pour l'instant, ils ne sont pas interconnectés, ou très peu, et reprendre toute la distribution en refaisant les tuyaux, etc., qui fuient énormément. Je rappelle que nous utilisons environ 160 000 m3 par jour en Martinique, et que on aurait pu... nous produisons 160, nous utilisons 120, mais nous perdons 40 000 dans les tuyaux. C'est énorme. C'est énorme. Vous avez été impacté lourdement l'année dernière avec la sécheresse. Exactement. Et le Lamentin a été très impacté, comme le Sud aussi. L'année dernière, nous avons des quartiers, de gros quartiers, le quartier Ouest en particulier, où il y a à peu près 20 000 personnes qui sont restées sans eau pendant 1 mois et demi. Et nous étions en pandémie. Exactement. Donc c'était catastrophique, et nous avons, avec Odyssey, entrepris une série de travaux de connexion, de réseau et de réservoirs pour alimenter le Lamentin en particulier. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui de l'eau, mais ce n'est pas terminé. Nous avons encore une dernière étape, c'est le surpresseur. Un surpresseur que nous allons mettre en œuvre du côté de Saint-Joseph, qui va ramener de l'eau vers le Lamentin. Et puis je rappelle aussi qu'on n'y prend pas garde, mais nous n'avons quasiment pas de château d'eau parasismique. Et s'il y a un jour un tremblement de terre majeur, c'est une catastrophe. L'enseignement que l'on a tiré du tremblement de terre d'Haïti en 2010 portait sur 3 points. Le premier point, c'était l'incapacité des secours en Haïti à pouvoir venir en aide aux gens, parce que les secours étaient eux-mêmes victimes du tremblement de terre. Le deuxième point, c'était les communications. Tout le système de communication à Haïti était tombé, ce qui fait que personne ne pouvait parler à personne. Et troisième point, qui a considérablement aggravé la situation, c'est le manque d'eau, qui a été un facteur multipliant de la gravité, parce que les épidémies se sont développées. Il y a eu autant de morts en épidémie que de morts en catastrophe. Bon, donc
on se rend bien compte qu'il faut, pour sauvegarder le pays, avoir une distribution de l'eau protégée. Pour qu'elle soit protégée, il faut qu'elle soit parasismique, donc indépendante des facteurs extérieurs. Bien. Et peut-être aussi inciter les gens à mettre des citernes. Oui, c'est une solution qui existe, qu'il faut multiplier. D'ailleurs, mais bien sûr, on avait tous dans la maison, il y avait une citerne, il y avait un bac, il y avait des, etc. Bon, il y avait des bassins extérieurs, il y avait toute une série d'éléments qui concouraient à la sécurité de chaque maison, d'ailleurs. Mais ça fait partie de ce que l'on doit développer sur les stratégies à haute valeur environnementale, les économies d'énergie, les économies de ressources, tout ça, on doit pouvoir construire désormais les maisons autour de ces logiques-là, des maisons à énergie positive, donc qui produisent plus d'énergie qu'elles ne consomment, des maisons qui sont capables de recycler l'eau et réutiliser les eaux de pluie pour les besoins domestiques, etc., etc. La qualité de ventilation des maisons pour éviter l'utilisation des climatiseurs à tout crin. Bon, il y a un certain nombre de choses qui vont dans le développement de ce processus environnementaux. Alors, on a terminé, mais je voulais vous demander très rapidement en ce moment sur le transport, parce que depuis quelques jours, la CANSEM est impactée par une grève encore. Et systématiquement, ce sont les usagers qui sont pris en otage. Donc, est-ce que là encore, il n'y a pas... vous aurez ce chantier-là à gérer, le transport sur la Martinique, en fait. Pas seulement la CANSEM, mais sur la Martinique. Il y aura ce chantier-là à gérer. Je pense qu'il faut d'abord prendre le problème par le bout de la rencontre avec les responsables. Quand je dis ça, je dis qu'il faut absolument dans ce pays qu'on arrive à se parler. Je ne peux pas comprendre que les maires, en particulier sur le territoire, signalent un certain nombre de dysfonctionnements et qu'ils ne soient pas entendus. Ouais. Je ne peux pas comprendre que des remontées me soient adressées par la population sur des lignes qui ne fonctionnent pas, sur des arrêts qui ne se font pas, sur des bus qui ne sont pas au rendez-vous, et que Martinique Transport ne réagisse pas. Donc il y a une qualité du service qu'il faut revoir. D'autre part, je ne comprends pas non plus que l'on développe des réseaux ou qu'on a des projets de développement de réseaux routiers ou des infrastructures sans que l'on tienne compte de la vie des maires qui ont eux-mêmes sur leur territoire des projets et une organisation. Ce sont des choses qu'il faut absolument revoir. Et quand on parle des voies et des réseaux, on parle aussi des déplacements et des transports. On doit intégrer ces problématiques de déplacement et de transport dans une vision globale d'aménagement du territoire. Qu'est-ce que l'on veut pour le pays? Comment veut-on organiser et structurer le pays? Comment veut-on diminuer l'impact de la voiture individuelle en favorisant évidemment le transport public, mais quel transport public? Il faut qu'il soit efficace. Quand je dis ça, je dis par exemple que quand quelqu'un, je prends un exemple très simple, quand quelqu'un sort de Fort-de-France avec le TCSP, il arrive au Lamentin à la place Mao. Ouais. S'il habite Rochecarré, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il part de Mao et puis il va jusqu'à Petit Manoir à pied, sous la pluie et le soleil. Vous comprenez? Ouais, alors il monte la côte du marché et puis traverse, il retourne. C'est pas pensable. Il y a des choses qui ne vont pas. Donc, en clair, il y a toute une série d'interconnexions qui ne sont pas réalisées. Celui qui sort du Gros-Morne et qui arrive à Fort-de-France, très bien, mais s'il veut aller aux impôts à Cluny, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? Il ne sait pas. Voilà. Il ne sait pas. Donc il y a une réflexion globale à faire, à porter. Évidemment, je suis moi favorable à un désenclavement ou à une aération du centre qui est hypertrophié, qu'il faut ouvrir, qu'il faut dédensifier. Mais comment fait-on pour dire aux gens d'aller s'installer au Gros-Morne, à Saint-Joseph, au François-Robert? Comment fait-on? Les gens, ils ne vont pas s'installer comme ça. Donc il faut favoriser l'installation des Martiniquais sur des zones périphériques comme ça et désengorger le centre qui est, à mon avis, hypertrophié. Monsieur le maire, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est passé très vite. On a encore beaucoup de choses à dire dans cette émission. Ouais. Mais vous aurez l'occasion, je l'espère, de revenir avec nous pour parler, puisque là, les élections, c'est pour le 20 et le 27. Tout à fait. On rappelle, une fois de plus, je le dis dans chaque émission,
les gens ont jusqu'au 13 ou 14 pour s'inscrire sur les listes Oui, ils peuvent le faire. électorales. Ils peuvent le faire, c'est vrai. Non, ils peuvent le faire et c'est très important de le faire. Et d'ailleurs, ça me permet de dire aux gens qu'ils sont, eux, décideurs de notre avenir. Il faut qu'ils s'impliquent dans la campagne, il faut qu'ils aillent voter. Ouais. Il faut qu'ils fassent le choix, non pas de personnes bien habillées ou de gens parce qu'on a l'habitude de les voir. Il faut qu'ils fassent le choix d'analyser et de comprendre les programmes qui leur sont proposés. C'est ça l'avenir de la Martinique. Quel projet on veut pour faire décoller notre pays? Quel projet de société on veut pour la Martinique? C'est ça l'essentiel. Il faut vraiment s'attacher à comprendre ce que les uns et les autres proposent. Il y a peut-être des gens qui vont rien proposer du tout et qui vont faire de l'esbrouf, peu importe. Mais il faut aller dans les programmes et chercher ce que l'on nous réserve. On a l'exemple de ce qui s'est passé en 2015, où il y a eu un coup politique extraordinaire, il faut le dire, au deuxième tour, avec une alliance contre nature, peu importe, mais qui a très bien réussi. Mais tous les Martiniquais savaient que ça n'aurait pas marché. La preuve. Oui. Ça n'a pas marché. Parce que c'était y avait l'alliance de choses qui sont contraires, de philosophies politiques différentes, de manières de faire différentes, d'approches différentes, et puis surtout, il y avait une absence de projet global. Donc on voit le résultat. C'est pourquoi je dis qu'il faut voter, il faut s'engager, il faut comprendre ce qui se passe et aller vérifier les projets et les programmes qui sont proposés. Et déjà commencer par s'inscrire, vous pouvez peut-être le faire aussi par Internet avec les mairies, c'est possible. C'est très très facile, l'inscription est allégée maintenant, c'est très facile de le faire. Merci beaucoup, monsieur le maire. C'est moi qui vous remercie. Merci Manuela pour la réalisation, à bientôt, merci de nous avoir suivis.